Bien, merci à tous, bonjour à tous. Je vais repartir de deux citations, finalement à 7 ans d'écart. En 2017, l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans le discours sur l'état de l'Union, nous dit: l'état de droit n'est pas une option dans l'Union européenne, c'est une obligation. Notre Union n'est pas un État, mais elle doit être une communauté de droit. Je viens d'en expliquer l'origine. Et 7 ans plus tard, le doyen l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire Journal du dimanche du 28 septembre 2024, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur à l'époque, nous dit: l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré, c'est un ensemble de règles, une hiérarchie de normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs, mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Et donc, ça peut être mis de côté. En fond, ça montre qu'il y a deux grandes tendances qui traversent l'espace européen et on n'a pas besoin de mobiliser Orban pour ça. Il y a d'un côté une sacralisation de l'état de droit et de l'autre côté une tendance à un autoritarisme illibéral qui traverse toutes les sociétés européennes. C'est pas du tout une confrontation nouvelle, une confrontation relativement classique. D'un côté, l'état de droit est perçu comme une condition structurelle de la démocratie, et tu viens d'en faire une expression intellectuelle importante, et de l'autre côté, c'est vu au mieux comme un complément fonctionnel et au pire comme un obstacle de la démocratie. Tristan l'a rappelé en introduction. Et ça fait fond sur une antinomie bien plus classique qui remonte à l'Antiquité, entre gouvernement des lois d'un côté et gouvernement des hommes de l'autre, avec cette idée que dans la culture grecque classique, on préfère le gouvernement des lois, parce que la loi, c'est plus raisonnable, c'est plus rationnel, alors que le gouvernement des hommes, tendanciellement, ça peut être beaucoup plus brutal, aller vers l'hubris et le despotisme. Si on essaye de penser cette situation-là à partir de la question de la construction européenne, je crois qu'il faut opter pour trois principes de méthode préalables que je voudrais définir en introduction. La première chose, c'est l'état de droit, ça n'est pas seulement une réalité juridique. Fondamentalement, c'est un idéal politique et donc c'est un horizon de sens. C'est une dimension normative. On pourrait même dire que c'est un horizon régulateur au sens d'Emmanuel Kant. C'est important parce qu'il est de plus en plus fétichisé, traité comme un ensemble de règles quasi sacrées. Deuxième chose, comme tous les concepts lourds, que ce soit l'État, la liberté, la souveraineté, etc., la démocratie, tous ces concepts doivent être compris dans une histoire très longue. Et l'état de droit, ben, il a lui aussi une histoire très très longue. Alors, Tristan en a dit quelques mots. On pourrait aller même plus loin, hein. Je vais utiliser ici le chapitre que Carl Schmitt consacre dans la théorie de la Constitution, c'est le chapitre 12 à cette question. Il note quelque chose d'intéressant. Il dit l'état de droit, c'est un Gegenbegriff, hein, une sorte de contre-concept. C'est quelque chose qui se définit contre quelque chose. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il nous dit, par exemple, il y a eu la situation de l'anarchie féodale et donc on a affirmé un État souverain. Ça, c'est l'époque Baudin, Hobbes. Puis cet État souverain, il a dérivé vers une forme autoritaire, enfin une forme absolutiste en tous les cas. Et donc il y a eu une réaction intellectuelle à cette forme absolutiste. Ça a été la formulation du lawful government, le gouvernement légitime par la loi que défend John Locke à la fin du XVIIe. Et puis ce gouvernement absolutiste, il a dérivé vers une forme très très particulière, qui est une forme où il veut le bien de la société, mais lui et lui seul décide ce qu'est le bien. Ce qu'en allemand on appelle le Polizeistaat. Donc qui n'est pas un état de police au sens répressif, c'est au contraire une sorte d'état-providence paternaliste autoritaire. Et c'est contre cette notion de Polizeistaat que va être formée par Kant la notion de Reichsstaat, tout en précisant que Kant va être le premier à penser la chose sans donner le mot, puisque le mot viendra un an plus tard, 1798, pour la première utilisation, par un élève de Kant commentant et critiquant d'ailleurs la doctrine du maître. Et on pourrait continuer, évidemment. Ça ne s'arrête pas au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'au cours du XIXe, du XXe, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale introduit une nécessité de redéfinir à nouveau cet état de droit, cette fois-ci dans un sens plus matériel. Et je dirais, nous sommes aujourd'hui en cours de redéfinition d'un état de droit, parce qu'à nouveau, nous sommes confrontés à une situation politique nouvelle qui est le développement de démocraties populistes ou d'autoritarismes illibéraux. Et donc, on est amené une nouvelle fois à travailler ça. Donc, il y a vraiment une histoire longue à travailler. Troisième postulat, et celui-là, je vais aller l'emprunter au champ des politiques publiques. Je parle d'européanisation, c'est une notion qui est classique dans la sociologie de l'action publique.
Je vais la définir au sens de mon collègue Yves Surel, dans son livre L'Europe en action. Il dit « L'européanisation, ça désigne l'ensemble des processus d'ajustement institutionnel, stratégique et normatif induits par la construction européenne. » Je voudrais juste souligner ici trois choses. Européanisation, ça se fait donc dans deux sens, hein. C'est descendant, mais c'est aussi montant. Ce n'est pas juste l'Europe qui a un impact sur l'État, c'est aussi l'Europe, elle est construite par les États, et je l'ajouterai tout à l'heure, il y a un sens transversal très important aussi. Ça implique des idées, des institutions et des intérêts, et donc on doit tenir compte de ces trois éléments. Et puis, ça peut concerner une action publique, mais ça peut concerner un système politique dans son ensemble. Et à travers l'état de droit, c'est à ça auquel on est confronté. Un des spécialistes de la question de l'européanisation, c'est l'italien Claudio Radaelli. Il souligne, je voudrais aller là-dessus, il nous dit « L'européanisation, ça implique à la fois l'impact vertical, quelque part, de la construction européenne sur les États membres, mais ça implique aussi, nous dit-il, un processus plus horizontal de diffusion, d'imitation, d'émulation entre les États membres, dans lesquels l'Union va jouer éventuellement un rôle de plateforme de diffusion ou d'agent de socialisation. » Eh bien, on a exactement ça dans le cas de l'état de droit, et c'est pour ça que je voudrais aller dans ces deux directions. On a un processus horizontal de redéfinition de l'état de droit à l'échelle européenne, et qui ne passe pas que par l'Union, parce que la plateforme, c'est beaucoup plus le Conseil de l'Europe. Et on a un processus vertical, en revanche, de constitutionnalisation de l'état de droit qui est assez problématique. Alors, je vais aller malheureusement très vite, mais je vais m'appuyer sur ce que les uns et les autres ont dit. Ne l'oublions pas, l'état de droit est d'abord né, formé à l'échelle nationale, avec des traditions très différentes. Et je voudrais vous faire remarquer qu'on peut prendre le sujet sous deux angles. Si on le prend sous l'angle historique, l'ordre, c'est le rule of law britannique, parce que là, ça démarre dès 1215 avec la Grande Charte. Et on a ensuite une série de textes qui s'y ajoutent, la pétition des droits de 1628, l'habeas corpus de 1679, et ainsi de suite. C'est le premier pays qui met en place une logique de cet ordre-là. Le second pays, c'est la France, à partir de la Révolution française, avec aussi bien la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, bien sûr, le principe de constitution, première fois appliqué en Europe, et j'ajouterais, c'est moins connu, mais comme on est à Nantes et que j'ai mon collègue Grégoire Bigot dans la maison, la formation du recours pour excès de pouvoir au cours du 19e siècle, qui a quand même été un moyen pour les citoyens français de contrer la puissance de l'administration. Et donc pas l'Allemagne. L'Allemagne, elle arrive complètement en bout de course, et très difficilement. Elle n'arrive pas à faire naître un système de droit reconnu, elle n'arrive pas à cadenasser la puissance de l'État, mais même de son administration, et le juge allemand ne parvient à avancer que très doucement à partir de 1860-1870, donc très en retard sur les autres. Et j'ajoute une quatrième tradition qui explique une partie du problème aujourd'hui, l'Allemagne ne fera la bascule qu'après 1945. En écrivant lourdement dans la Constitution et en ayant le tribunal constitutionnel qui va s'en saisir pour en faire quelque chose d'absolument structurant. Mais il y a une autre tradition dont on ne parle pas, c'est celle des pays d'Europe centrale et orientale. Et ces pays-là, ils n'avaient ni la tradition du rule of law, ni celle de l'état de droit, ni celle du Rechtsstaat. Ils avaient une tradition qui est le formalisme judiciaire. Sous l'Union soviétique, sous l'ère soviétique, pour se protéger de l'intrusion du Parti communiste dans les décisions de justice, les juges ont développé une technique qui consiste à ne se référer qu'aux lois votées et à rien d'autre. Aucune norme extérieure et aucune norme non écrite, principe général du droit, on dirait en France, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ou autre chose dans ce genre, rien de tout ça. Juste positivisme le plus strict pour se protéger de ce pouvoir. Et vous allez voir, ça joue un grand rôle, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tradition de construction de l'état de droit, et que on leur demande, d'une certaine manière, en 20 ans de la construire. Alors que chez nous, elle a mis un siècle et demi, deux siècles à s'imposer. Et regardez, si on prend sous l'ordre conceptuel, à l'inverse, sous l'angle de la philosophie, c'est l'inverse. Le premier pays qui pose un concept, c'est l'Allemagne, pour le coup. Le grand texte le plus important, c'est le texte de Kant, Les métaphysiques des mœurs en 1797, qui contient une partie entière sur la doctrine du droit. Je ne vais pas le détailler ici, ce serait un peu long, mais on peut dire au moins trois choses dans ce texte. Premièrement, Kant nous dit
le politique ne peut exister que sous l'égide d'un principe juridique. Donc ça, c'est une chose absolument clé. La condition de fonctionnement du politique, c'est que ça passe par du droit. L'état de droit est tout simplement la bascule d'un état de nature dans lequel il y a, même s'il existait des droits prépolitiques, nous dit ce qu'avait pensé Locke, de toute façon, il ne serait pas garanti. Et donc, pour que dans l'état de nature, il n'y a aucune garantie, donc, entre guillemets, il n'y a aucun droit réel, et même, il n'est pas possible d'en acquérir, dit-il. La seule possibilité, c'est que de passer à un état politique, un état civil. Et donc, pour le faire, on va créer du droit, et c'est cet outil de droit qui va donner l'effectivité et la garantie. Donc, l'État est en soi un état de droit. Il ne peut pas être autre chose qu'un état de droit. C'est une fonction clé. Il y a plein d'autres choses qui vont derrière. Il y a cette idée que les droits de l'homme, il est le premier, d'une certaine manière, en donner les définitions. Dans l'état de droit, nous dit-il, il faut qu'il y ait une liberté reconnue à tous, une égalité reconnue à tous, mais aussi une indépendance de tous. Et il ajoute des conditions structurelles qui concernent la politique, y compris la représentation. On l'oublie, mais dans le concept allemand d'origine, la représentation politique, donc la démocratie représentative, est un sous-ensemble de l'état de droit. À partir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élève qui critique Kant, hein, qui l'année suivante, en 1798, invente le mot. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il l'invente en s'en moquant. C'est-à-dire, il dénonce ce qu'il appelle les théoriciens de l'état de droit, qui l'opposent aux théoriciens du droit de l'État et de la puissance de l'État. Et donc, la notion apparaît sous une forme critique et elle va être réutilisée, elle va devenir le cœur du programme du libéralisme politique. Politique, hein, ça n'a rien à voir avec le marché. On y affirme des sujets de droit dans une société qui fonctionne avec des libertés et une démocratie organisée. Ça nous mène jusqu'en 1945, hein, cette histoire-là. Et rappelons-le, c'est un état de droit qui est assez formel, qui marche d'ailleurs pas très bien, et qui en Allemagne avance très peu, qui est contesté dans les années 30. Après 45, évidemment, il y a le traumatisme, et donc il faut avancer, tu l'as très bien dit et explicité. On avance où et comment? On avance au Conseil de l'Europe. Mais on avance au Conseil de l'Europe d'une manière très intéressante, je trouve, puisque quand on regarde les débats qui ont forgé le Conseil de l'Europe, aussi bien le débat sur le statut que l'année suivante, le débat sur la formation de la Convention européenne des droits de l'homme, techniquement la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand on regarde les débats, eh ben, il n'y a pratiquement pas de référence à la notion d'état de droit. Il y a une toute petite référence qui est mise dans le préambule du statut du Conseil d'Europe et qui sera mise dans le préambule du statut de la Convention européenne des droits de l'homme, une petite référence à Rule of Law, qui sera traduit dans la version française par prééminence du droit. Et en même temps, si on regarde bien, c'est très light, le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Pourquoi c'est si light? Pourquoi c'est invoqué par personne? Je dirais il y a trois raisons. Un, les Allemands ne sont pas dans le débat. Ils sont exclus. Ils ont perdu la guerre. Ils ne sont pas invités, ils ne sont pas observateurs, ils ne sont rien. Et c'est pas seulement, il n'y a pas de représentants allemands dans la discussion. Il n'y a pas de littérature allemande. Le corpus théorique gigantesque que l'Allemagne a mis en place depuis un siècle et demi sur l'état de droit n'est pas cité, mobilisé, il est exclu. Ils ont perdu, j'allais dire, leur philosophie avec et elle dégage. Premier élément. Deuxième élément, la position de la France est assez bizarre dans cette négociation, puisque la France veut qu'il y ait effectivement une convention européenne, mais que les droits soient juste énumérés et pas définis. Avec cette idée qu'on va référer à la Déclaration universelle de l'ONU et aussi qu'on va référer à ce que Pierre-Henri Tedgen appelle, c'est le représentant français sur place, et appelle ça les principes généraux du droit commun aux nations civilisées. Et donc, quelque chose d'assez nébuleux, pas défini. Et ce sont les Anglais en face qui disent non, non, ça, c'est pas possible. Si nous, on s'engage sur quelque chose, un, ça ne peut pas être fédéral, donc le Conseil, ce sera un Conseil d'Europe qui n'a pas de nature fédérale, et deux, les droits qu'on va définir, on veut les définir. Il faut qu'ils soient précis, on s'engage sur quelque chose de précis. Et donc, ils vont exiger d'écrire un texte alternatif. Le mouvement européen avait fait un projet initial, adopté par l'Assemblée. Ils vont exiger d'écrire un texte alternatif. Et bizarrement, les Anglais vont filer ça au Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères, qui n'a pas beaucoup de juristes à bord, qui, en urgence, va écrire les articles. Et c'est ce qui fait qu'il ne s'appuie pas du tout sur la grande tradition britannique du rule of law.
Et du coup, il y a une toute petite mention, j'allais dire, au passage. Et donc, la base de départ est très fragile, très faible. Mais le Conseil de l'Europe, il va organiser sur les années un énorme travail de dialogue entre les traditions intellectuelles et ça va doucement prendre corps, obtenir une certaine densité. Alors, Céline en parlera tout à l'heure, il y a toute une jurisprudence aussi, évidemment la Cour européenne de l'autre côté, même si au départ, je m'en vais faire beaucoup de travaux pour faire les juristes là-dessus, au départ, c'est plutôt discret, c'est pas très fort, c'est surtout centré sur la prééminence, la notion d'état de droit au sens fort n'apparaît que plus tard et elle se consolide également à travers le temps. On voit bien, c'est un processus relativement dynamique, mais il faudra ajouter, le Conseil de l'Europe a créé bien autre chose que la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a aussi tout plein d'organes à l'intérieur qui s'occupent de la question de l'état de droit, des organes spécialisés sur la corruption. Là encore, c'est des groupes d'États qui définissent des normes en commun sur le racisme, sur l'intolérance et surtout la fameuse commission de Venise, c'est d'ailleurs la commission de promotion de la démocratie par le droit, qui a été créée en 90. Et cette commission va faire un travail très important en 2 temps. En 2011, elle publie un premier rapport sur la prééminence du droit, où elle essaye de définir tous les critères qui correspondent à cette prééminence du droit. Je vous les lis, hein, ces critères, ce sont la légalité, la sécurité juridique, l'interdiction de l'arbitraire, l'accès à la justice, le respect des droits de l'homme et la non-discrimination, l'égalité devant la loi. Elle reprendra ce travail 5 ans plus tard, en 2016, comme étant, je cite, la liste des critères de l'état de droit. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle conclut, malgré certaines divergences d'opinion, il existe désormais un consensus sur les caractères essentiels des notions de rule of law, de Rechtsstaat et d'état de droit, qui ne sont pas uniquement formelles, mais également substantielles et matérielles. Elle a fait dialoguer les traditions, cette commission, pour produire un document de synthèse qui se veut un consensus et qui donne la liste des critères de l'état de droit. Et d'une certaine manière, elle a fait le travail pour l'Union. J'ajoute, en termes de commentaires là-dessus, ça s'approche beaucoup du travail que vient de citer Valérie sur Habermas, parce que de plus en plus, le Conseil de l'Europe comprend l'état de droit comme une condition structurelle de la démocratie. Et Habermas est précisément ce théoricien qui a montré dans son traité de 1997, Droit et démocratie, qu'il, je le cite, il existe entre l'état de droit et la démocratie non pas simplement un lien historique contingent, mais un lien logique et rationnel. En réalité, l'un conditionne l'autre logiquement. Et dans les deux sens. On ne peut pas construire de démocratie sans état de droit. Il faut des sujets de droit pour qu'ils puissent participer. Ça doit être des citoyens. Ils doivent pouvoir se penser comme l'auteur des normes, mais aussi comme le destinataire de normes. Il faut les deux fonctions. Et de l'autre côté, il ne peut pas y avoir d'état de droit si les normes qui construisent cet état de droit ne sont pas elles-mêmes validées démocratiquement. Et donc, il y a un système de conditionnement mutuel, et c'est ce à quoi débouche le Conseil d'Europe. L'union dans tout ça. Ben, l'Union, elle a tenté un processus assez dangereux d'une certaine manière. Elle a été, c'est le deuxième temps, le processus vertical, je vais aller très vite, de constitutionnalisation. D'abord, elle ne s'en est pas occupée au début. Dans les traités fondateurs, il n'y a rien sur l'état de droit. Il n'y a rien dans le traité de Rome. Ça commence avec le traité de Maastricht. Autrement dit, c'est le moment où les communautés européennes deviennent un projet politique d'union qu'on commence à s'intéresser à la question de l'état de droit et qu'on commence à l'introduire. Et puis ensuite, j'allais dire, le train est parti, le traité d'Amsterdam qui va notamment introduire l'article 7 que Christian a présenté, et puis plus tard, le traité de Nice pour la charte européenne des droits fondamentaux et traité de Lisbonne pour lui donner la même valeur. On a maintenant un peu partout dans les traités fondateurs la notion d'état de droit. Mais la difficulté à laquelle on est confronté, c'est quel est son sens. Et son sens n'est jamais spécifié. Et donc, on emprunte par bout au travail qu'a fait le Conseil de l'Europe, sans prendre la totalité, soit dit au passage. Et pourtant, nous assistons depuis quelques années à, on pourrait dire, un feu d'artifice d'outils que développe l'Union européenne. On a créé une agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui fait des rapports de suivi, d'information là-dessus. On a créé un tableau de bord de la justice dans le cadre du semestre européen. On a mis en place un mécanisme de coopération et de vérification spécifiquement pour la question de la corruption en Roumanie et en Bulgarie, qui est un des aspects de l'état de droit. On a mis en place le suivi de la situation des droits de l'homme par le Parlement avec une série de résolutions. On a mis en place la procédure d'infraction devant la CJUE
classique, si je puis dire. La Pologne y a d'ailleurs été condamnée. On a mis en place le célèbre article 7 dont on a parlé. Et depuis quelques années, on a ajouté, puisque rien de tout ça marchait, on a fini par ajouter un nouveau cadre en 2014 de renforcement de l'état de droit, qui est en fait un mécanisme de dialogue préalable à la sanction, avec 3 étapes, une étape d'évaluation, une étape de recommandation, une étape de suivi, et un rapport annuel depuis 2020 sur l'état de droit en Europe, chapitre par chapitre, avec un concept cette fois-ci assez large, et le tout dernier, si je puis dire, la conditionnalité économique des fonds structurels. Les fonds structurels ne peuvent être confiés aux États que sous condition de respecter l'état de droit, et encore, c'est une définition très stricte de l'état de droit qui a été retenue. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? En réalité, je vais écourter. En réalité, si vous regardez bien, pas bien, non, ça marche pas bien du tout. On a retenu très peu d'argent, on a très peu condamné les États, et si on devait tirer une conclusion, je dirais, l'Europe a fait ce qu'elle sait faire de mieux sur cette question, c'est-à-dire, elle a joué la montre. Elle a joué sur l'inertie du système. Et ça a marché, elle a mis de la pression avec ses outils, même s'ils n'ont pas abouti, mais elle a joué la montre, et en jouant la montre, eh bien, le PiS a perdu les élections en Pologne et le problème a disparu. Et là, elle attend quelques mois, puisqu'on a des élections législatives en Hongrie et on nous annonce que Orban est en très grande difficulté. En réalité, l'argent, on l'a retenu à un moment donné, mais vous vous rappelez peut-être en décembre 2023, lorsqu'il a été d'un seul coup question de maintenir des sanctions contre Poutine tous ensemble, eh bien, on a dit à Orban, écoute, tu veux pas signer, tu veux pas venir avec nous contre Poutine, on te propose un deal, tu signes et on te lâche l'argent. Elle n'avait pas avancé d'un iota sur l'état de droit en Hongrie, hein. Mais on a fait ce qu'on appelle un great bargain dans la négociation européenne en disant, tu nous soutiens, tu restes unanime avec nous et en échange de quoi on te lâche l'argent, même si tu n'as pas avancé sur l'état de droit. D'accord? Je termine. Attention, cette notion, on ne peut pas l'étendre infiniment. Et aujourd'hui, c'est une vraie question qui est derrière. Si vous regardez la manière dont Orban pratique l'illibéralisme, par exemple, sur les médias, au départ, il a fermé des médias d'opposition, parfois sous des prétextes un peu fallacieux. Mais depuis quelques années, comme il se fait reprendre par l'Union européenne sur ce terrain-là, il a utilisé une autre technique bien plus efficace. Il a asséché financièrement l'ensemble des médias d'opposition et des médias neutres en gouvernant les flux financiers de publicité. D'abord parce que l'État est très gros acheteur de publicité, mais ensuite parce que les entreprises amies d'Orban ont fait la même chose. Et donc, les médias d'opposition, ils tombent pour des raisons économiques aujourd'hui, et pas pour des raisons politiques d'opposition officiellement. Est-ce que vous allez étendre la notion d'état de droit jusqu'à contrôler, réguler les flux économiques à l'intérieur d'un pays? Et que ça pose des questions. Donc, l'Union est partie dans un truc où elle cherche à imposer, à discipliner un État juridiquement, là où l'enjeu fondamental est d'abord qu'ils apprennent cette notion d'état de droit, qu'ils s'y socialisent. Rappelons-le, ça ne fait que 25-30 ans qu'ils sont sur cette question. Et nous, on a tous mis 2 siècles à la former. Donc, l'enjeu fondamental pour l'Union, c'est de repasser sur le schéma politique où l'état de droit, ça s'apprend, et ça s'apprend dans le cadre d'une délibération entre les États, entre les traditions, comme a su le construire le Conseil de l'Europe. Merci.